6つの光六英雄と人は言う一人は騎士白き鎧に聖なる剣ワリスが王はファンなり一人は戦士魔人を打ち心奪わる On va partir de la fantasy qui effectivement part de toutes les grandes légendes arthuriennes nordiques jusqu'au plus grand qui est Tolkien, qui nous a fait le plus grand roman de fantasy. De là à découler l'heroic fantasy, qui est en fait un sous-genre, qui est un peu une littérature de gare par rapport à la fantasy, qui est partie de Conan et qui est surtout connu pour des guerriers, des magiciens, des dragons, on met tout ensemble, une espèce d'énorme choucroute culturelle et tout le monde se tape sur la figure. Et ce sont des genres qui peuvent être décalés ensuite, suivant les environnements, pour donner ensuite la science-fiction. La science-fiction, c'est pas uniquement des robots et des vaisseaux spatiaux, mais le plus grand film de science-fiction considéré comme tel, qu'est La Guerre des Étoiles, n'est rien d'autre qu'un film de fantasy avec un autre environnement. Les mythologies ont tous un point commun, quelle que soit leur origine, que ce soit des contes de fées, que ce soit les contes arabes, que ce soit les mythologies soi-disant chrétiennes, que ce soit justement le féerique. Les mythologies, c'est tout ce qui était l'imaginaire, l'interdit, le côté noir, les monstres et les créatures qu'on imaginait la nuit. C'est ce qui était interdit par les religions, ce dont on n'avait pas le droit de parler, par exemple justement les fées qui étaient les restes, les fantasmes venant du paganisme, de religions qui maintenant étaient justement interdites, dont on n'avait pas le droit de parler, qui reviennent donc dans des formes qui sont soi-disant innocentes, qui sont les histoires, qui sont les contes et qui sont justement les mythes et ce qui est devenu les romans plus tard. Donc leur origine importe peu. On y retrouvera la même chose, que ce soit des djinns, que ce soit des fées, que ce soit des sorcières que va combattre Lancelot, c'est la même chose. C'est notre inconscient, c'est notre interdit, c'est les cauchemars, c'est tout ce que les prêtres, c'est tout ce que le social n'a pas réussi à éteindre chez l'homme. La psychologie des personnages, est-ce qu'elle existe en fantasy? Je ne suis pas sûr qu'elle soit si intéressante que ça, en fantasy. Est-ce que la psychologie des personnages, elle se définit pas plutôt par rapport à ses actions, à la fonction du personnage? C'est peut-être plutôt ça qu'on cherche. Je sais que par exemple, en ce qui me concerne, je suis plus intéressé par ce que va faire un guerrier ou un magicien, plutôt que de savoir qu'il était amoureux de sa bicyclette quand il était petit. Donc en fait, on caractérise des personnages, enfin on va les designer, moi je parle en tant que graphiste, d'une façon différente selon qu'on travaille en fait pour du jeu vidéo, de la bande dessinée ou du manga, dessin animé. Le travail n'est pas tout à fait le même. La bande dessinée, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait c'est une jonction en fait, entre un complément en fait, du texte et de l'image. Donc en fait il y a des valeurs propres au texte, enfin la narration on peut beaucoup plus intérioriser et l'image vient se greffer par-dessus. Donc il y a des choses... Enfin, le complément des deux va apporter un plus, alors que par exemple dans le jeu vidéo ça va rester vraiment beaucoup plus sommaire, enfin on va rester au niveau de l'action. La SF, elle est multiforme, donc on trouve un peu de tout, on trouve des héros, des anti-héros, des non-héros plutôt, donc des personnages qui sont plus proches du réel, qui s'éloignent du conte, alors que la fantasy, je préfère parler de fantasy plutôt que d'heroic fantasy, elle est plus proche du conte, de toute façon. Donc c'est le petit garçon qui se retrouve dans le bois et qui est attiré par la lumière. À la base, c'est quand même ça. Je pense qu'il faut évidemment des héros pour des histoires. Maintenant, je pense que les héros forts, on les retrouve plus en fantasy. Les histoires où on sauve le monde, où il y a un impact réel sur l'univers, on les retrouve plus en fantasy. On les retrouve en SF quand c'est pas de la SF, en fait c'est de la fantasy si on cherche bien. La vraie SF, les héros, on peut beaucoup plus trouver des anti-héros. C'est-à-dire l'archétype même du détective à la Bogart, qui est un moins que rien, mais l'histoire tourne quand même autour de lui. Par contre, le roi Arthur, qui est l'archétype même de tous les rois guerriers, on ne peut pas dire que ce soit un anti-héros. Non, c'est des vrais héros, c'est des gens très très puissants. Eux, on les retrouve plus en fantasy, beaucoup plus en heroic fantasy, parce qu'en heroic fantasy, tout le monde il est grand, tout le monde il est fort. Maintenant, la SF se prête plus, effectivement, à des héros plus faibles. Ça tourne plus toujours dans la tête.
マモが皇帝ベルトと知る Longtemps, les personnages d'Heroic Fantasy ont été des clichés, ont été des archétypes. La psychologie était moins importante que leurs actions, comme disait Laurent tout à l'heure. Maintenant, un genre, ça évolue. Les westerns d'aujourd'hui ne sont pas les westerns d'hier, ils sont beaucoup plus complexes, ils sont beaucoup plus noirs. Les films d'action, les films historiques, qu'on prenne Brevard ou qu'on prenne même Jeanne d'Arc de Besson, ça n'a rien à voir avec les films d'avant. Il y a beaucoup plus de psychanalyse dans Jeanne d'Arc d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... Il y en a même un petit peu dans Brevard. Si on voit l'enfance du héros, c'est pas un hasard. Et je pense que l'heroic fantasy et la fantasy, c'est peut-être maintenant aux auteurs de faire pareil. C'est-à-dire, on prend les archétypes et les clichés, on joue avec, et si on veut, on les retourne. Si on veut, on prend un personnage d'heroic fantasy ou de fantasy, un héros banal, on lui donne une enfance, on lui donne sa bicyclette, on lui donne ses problèmes, et on en joue par rapport au grand thème de fantasy, et on fait doucement évoluer le sujet. Ça serait passionnant. Est-ce que ça va arriver? J'espère que ça va arriver. On va sortir des définitions, on va se dire, ouais, alors ça c'est de l'heroic fantasy, ou ça c'est pas de l'heroic fantasy, mais justement, ok, le premier Conan, il est bien, les autres, même pas en film, en bouquin. C'est un concept qui est très très fort, le petit garçon qui va devenir roi, ça justement c'est un concept de fantasy. Ensuite, c'est que de l'heroic fantasy, c'est on met la même sauce, la même histoire à la même sauce, et les ventes, c'est rien par rapport au Seigneur des Anneaux, qui est de la fantasy. Tu vois, c'est malgré tout, le plus grand film de fantasy, c'est Star Wars. Il n'y a pas un film d'heroic fantasy qui arrivera un jour à Star Wars, et le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy aussi, c'est pas de l'heroic fantasy. Mais c'est intéressant de dire que c'est tout le temps la même chose. C'est vrai que c'est tout le temps la même chose, et pourtant les lecteurs et les spectateurs demandent toujours à ce qu'on leur raconte la même histoire. Bien Alors sûr. pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Mais parce qu'ils demandent toujours à manger la même choucroute quand ils aiment quelque chose. Il y a quand même une sorte de c'est- renouvellement, non, qui est demandé. C'est enfin, aimer, mais au sens profond. Bien sûr, c'est mais parce Parce que qu'il n'y a rien de plus chiant que l'amour, mais c'est la pourtant fidélité. c'est le moteur. c'est une le plus fidélité à un puissant. genre. L'heroic fantasy, ça doit se renouveler comme le reste. Et j'espère que ça le fait. Et le Seigneur des Anneaux... Alors le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre. Donc un chef-d'œuvre, normalement, ça ne vieillit pas. Maintenant, il faut voir pour les personnages archétypaux, pour en revenir aussi, c'est que des très bons bouquins de fantasy comme le Seigneur des Anneaux, il y avait des héros archétypaux. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a Aragorn, il y a Gandalf. Ce sont des héros archétypaux. Maintenant, il y a des personnages secondaires qui déjà ont de la psychologie et de la psychanalyse. Si on prend par exemple Faramir et ses relations avec son père de Faramir, Denethor. Merci, Denethor. C'est de la psychanalyse à fond. C'est la jalousie c'est la jalousie entre les deux frères. C'est la position des fils par rapport au père. Tolkien, on dit souvent que c'est un roman d'univers. C'est vrai, c'est un roman d'univers. Le héros, c'est le monde de la Terre du Milieu. Mais il n'y a pas que ça. S'il y avait que ça ne serait pas aussi bien. Il y a aussi déjà des personnages un peu plus profonds et un peu plus travaillés. Tu parlais d'adaptation et des problèmes que pose effectivement une illustration. Toute adaptation pose un problème de contrainte. C'est-à-dire qu'on va calquer un autre imaginaire sur l'imaginaire de l'écrivain ou du scénariste, que ce soit en BD ou en film. À partir de là, dès qu'on calque quelqu'un d'autre, on se rétrécit à chaque fois. Il faut justement un génie pour pouvoir rouvrir. Et c'est peut-être là où Kubrick, pour 2001, est effectivement quelqu'un de très bien, parce qu'il a réussi à rouvrir le bouquin. Mais à chaque fois, on va avoir un rétrécissement en entonnoir, et plus il y a d'intervenants, nous on voit ça en BD parce qu'on a une idée du scénario, le dessin le transforme parfois en bien, parfois en mal, et derrière il y a encore la coloriste, ou le coloriste, qui soit nous panne tout, soit faire démarrer... Attention, parce qu'un mythe ou un conte de fées, très simple, ça peut être très adulte. C'est-à-dire quelque chose qui a traversé les siècles, voire les millénaires. C'est adulte parce que ça revient justement aux questions sur l'identité, aux questions sur l'humain. Qui sommes-nous? Que cherchons-nous? Le voyage du héros, c'est qui suis-je? C'est l'adolescence, c'est devenir adulte. Et ça peut être adulte. En fait, l'heroic fantasy, c'est le film d'action de la fantasy. Et ça perd parfois, quand c'est mal fait, ce côté justement, ce côté psychanalytique, ce côté on est dans le grand mythe, on est dans un grand thème. Mais c'est pas parce que l'histoire est simple qu'elle n'est pas adulte. Parfois, quand elle est bien faite. Si Star Wars, pour reprendre toujours Star Wars, a fonctionné comme ça a fonctionné, c'est que c'est universel. Universel, ça peut pas être un sous-genre, c'est justement, ça date d'il y a tellement longtemps, c'est tellement ancré en nous, qu'on retrouve, il suffit de le décortiquer, effectivement c'est le voyage du héros de Campbell. Donc ils en ont même tiré un joli bouquin dessus. Je pense que par contre, c'est vrai que tu as raison, il y a maintenant une science-fiction plus, moi j'aurais tendance à lire branleuse, mais qui se pose plus de questions, qui essaye au moins qui essaye de se poser de questions parce qu'ils pensent que le reste est plus simple, est trop simple. Je pense qu'on peut toujours faire de très Peut-être que ça a été déjà fait, non?
Tu ne penses pas? Non, on peut toujours reprendre la même histoire et en refaire quelque chose de nouveau, justement, en retournant. Une histoire, c'est une mécanique. C'est-à-dire, ça s'enchaîne. Tu retournes un élément de l'histoire, c'est plus la même histoire. On peut te faire 100 fois aller délivrer la princesse dans un jeu de rôle, la princesse dans le donjon, et on peut te faire 100 fois une histoire complètement différente qui te surprendra à chaque fois. Ça dépend du traitement, quoi. Ça dépend du traitement. Ça dépend du traitement, ça dépend du point de vue. Il y a un mec qui est très 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 bon en roman, et je pense que Laurent va être d'accord, c'est Orson Scott Card. Voilà, c'est justement, il a écrit un bouquin qui s'appelle Characters and Viewpoints, et justement qui t'explique comment, simplement en changeant de point de vue du roman, tu changes l'histoire. Dans les mangas, que ce soit le support papier ou les mangas animés, il y a vraiment des choses très fortes au niveau de la caractérisation des personnages. Dans la bande dessinée, ils ont trouvé une astuce en fait qui est vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont développé au Japon, et en Occident, ça s'est développé de façon vraiment différente. En fait, c'est le travail au niveau des visages. Donc cette sorte de masque en fait qui peut être issu, on peut le voir comme ça, issu un peu du théâtre No en particulier, où l'expressivité en fait transparaissait grandement par les yeux, donc ça leur est resté. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'apport de la culture japonaise et du manga en particulier, c'est dans la technologie, c'est dans l'intégration hyper rapide de la technologie dans la fiction. Donc ça, pour nous, c'est un modèle culturel d'autant plus fort que les produits sont très aboutis. Et les œuvres, et il y a eu des grandes œuvres produites. Donc je pense à Akira ou Ghost in the Shell qui sont les deux plus célèbres, mais il y en a beaucoup d'autres. Où là, on a des exemples frappants d'une pensée moderne, à la fois d'une pensée moderne, d'une narration très efficace et d'archétypes toujours sous-jacents qui sont propres au Japon, donc avec un autre point de vue sur l'humain et sur la société. Et c'est peut-être la première fois qu'on a un apport culturel aussi fort et aussi abouti surtout, qui n'a pas de compte à nous rendre. Donc c'est intéressant d'avoir une autre vision, qui ne passe pas par l'ethnologie. Mais tu parlais justement du silence tout de suite, c'est justement là où on rejoint les yeux et les codes du manga, où tout passe par le regard. Et c'est pas un hasard si un des auteurs qui marche le mieux en France, un franco-belge qui est Régis Loisel, c'est lui qui a ramené justement, mais il l'a fait lui très, très instinctivement parce qu'il a beaucoup regardé Disney, et Disney le fait très bien. C'est les influences, Tezuka Voilà. en fait, qui allaient s'inspirer parce de que ça. tout passe par les yeux, c'est le miroir de l'âme, c'est un peu le cliché, mais si tu fais un arrêt en BD dans une page sur un regard, déjà tu arrêtes ta lecture. À partir de là, le rythme de lecture a changé. Donc, tu as changé la réalité du lecteur. Les Japonais ont un rythme de lecture en manga qui est complètement hallucinant. Quand les Européens essaient de s'implanter au Japon en BD, c'est terrible. Déjà, ils lisent à l'envers, mais ils lisent à cette vitesse-là. Oui, alors Tu peux pas le faire en France, quoi. Ce qui est très important aussi, ce que le manga a amené, et pas le film d'animation, mais la BD, c'est que maintenant, entre le comics et les mangas, la BD européenne n'a plus rien à voir avec la BD européenne d'il y a 15 ans, quand on parle simplement de narration, c'est-à-dire une case après l'autre. Quand on regarde un Tintin, on n'a pas, ou très très peu, de gros plans. On n'a pas de gros plans sur les yeux. On a des personnages en pied, ou éventuellement en plan américain, des décors, c'est très net, c'est très précis. On regarde une BD d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gros plans, il va y avoir des cases un petit peu plus éclatées dans la page, il va y avoir des plongées, il va y avoir des contre-plongées, il va y avoir des actions hachées, comme au cinéma. Il va y avoir soudain une case avec le temps qui s'étire, et soudain 9 petites cases très rapides. Ça, on n'avait pas avant. Et ça, c'est du comics, et ça, c'est du manga, et ça, c'est très important. C'est pas que c'était moins bien avant, c'est que c'était différent et que maintenant on a une palette plus grande, une palette narrative qui est plus grande en bande dessinée. Alors maintenant, il faut faire attention que ça peut perdre les lecteurs. C'est-à-dire si je donne à mon papa, qui aimait beaucoup la bande dessinée quand il était petit, une bande dessinée d'aujourd'hui, il ne la comprend pas. Parce que comme il n'a pas suivi l'évolution, son esprit n'a pas suivi. Il lit la page et il ne comprend rien. Et c'est vrai qu'on a perdu des lecteurs. C'est clair. En même temps, peu à peu, les nouveaux lecteurs font une démarche qui est plus compliquée. La bande dessinée, c'est pas simple, c'est difficile. C'est comme lire un film avec des sous-titres, c'est intellectuel et il n'y a qu'à voir le public de la bande dessinée. Il faut savoir lire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas si grand public que ça et c'est bien dommage. C'est pas facile la bande dessinée. Alors là, sur ce thème-là, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a un livre qui est merveilleux, qui s'appelle en anglais Understanding Comics,
de Scott McCloud et en français, L'invisible. voilà, et qui décortique, alors c'est un livre de BD sur la BD et sur la narration et sur les thèmes et qui explique entre autres, parce que c'est un bouquin merveilleux, la différence entre la narration européenne, la narration japonaise, la narration américaine, comment tout s'est imbriqué, les thèmes, c'est magnifique, c'est très intéressant. Et c'est là où il parle des regards, c'est là où il parle du temps, la manière dont ça s'étire dans les cases. 一人は戦士魔人を打ち心奪わるマーモが皇帝ベルトと知る一人はドワーフ今は滅びし死の国忘ることなき終わりのフレーベ一人は魔術師知識の泉 Donc le public curieux qui veut savoir vraiment, qui veut connaître plus que ce que tout le monde lit en fait, c'est un public qui a en général entre 25 et ça va jusqu'à 50 ans, mais 25-45, qui lit de tout vraiment, ça va du manga en passant par l'heroic fantasy, en passant par le polar, etc., la SF. Et c'est vraiment une avidité à la fois originalité de dessin, scénario, émotion aussi, parce que c'est quand même la nouvelle vague qui arrive, beaucoup de vécu vraiment. Donc c'est des gens très très éclectiques en général qui ont une culture pas seulement BD mais aussi ciné, qui peuvent enchaîner sur plein de choses en fait et du coup c'est assez facile de les accrocher sur des domaines différents. À la base de l'heroic fantasy, donc Loisel s'est posé en maître dans le début des années 80 avec la quête de l'oiseau du temps où il a vraiment codifié tout ça et donc aujourd'hui 20 ans plus tard presque, en fait les auteurs sont un peu trop dans ces codes-là. Et donc on a un problème d'imaginaire en fait vraiment, puisqu'on se retombe toujours dans les mêmes histoires, les mêmes constructions, etc., etc. Et donc ça va finir par être un petit peu limité si quelqu'un ne donne pas un petit coup de fouet à tout ça. En fait. 一人はドワーフ今は滅びし死の国忘ることなき終わりのフレーベ一人は魔術師知識の泉 Un des apports du manga les plus prégnants, je trouve, c'est le discours sur la post-humanité, c'est-à-dire des humains transformés. On en a énormément dans le manga et dans la japanisation. Un exemple, c'est les cyborgs de Ghost in the Shell, où l'héroïne se demande si elle est humaine à 100% ou à 50%, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme même de Ghost in the Shell, c'est l'âme des cyborgs, entre guillemets, puisque c'est une vision complètement matérialiste de l'âme, ce qui peut paraître paradoxal. Et tout ce questionnement sur l'identité humaine, ça c'est quelque chose que les Japonais ont remis au goût du jour dans le discours de la science-fiction moderne, qu'on avait un peu perdu. Contrairement à une opinion généralement répandue sur les personnages féminins dans les mondes fantastiques et science-fiction, que ce soit en bande dessinée, en cinéma ou en dessin animé, les personnages féminins existent, il y en a beaucoup depuis longtemps, et ils ont beaucoup de caractère. En fait, on pourrait même dire que, parfois, il y a des exceptions, ils ont plus de caractère et de personnalité que les héros masculins, parce qu'un héros, c'est très cadré, même s'il y a des exceptions. Ce qui est encore plus amusant, c'est que chez les Japonais, les personnages féminins sont très forts, ils sont très caractérisés, c'est pas du tout les femmes effacées. Il y a beaucoup, les enfants, vous le direz mieux que moi, parce que les enfants, ils suivent les feuilletons japonais à la télé, et ils peuvent dire qu'il y a des tas de filles, et des filles avec un seul caractère. Regardez dans Pokémon, la fille qui a un seul caractère, je sais pas comment elle s'appelle. Regardez dans des passages de Dragon Ball, regardez dans Ranma, où Ranma, le héros, est parfois garçon, parfois fille, il a un foutu caractère dans les deux cas, et où l'héroïne qui s'appelle Akane est une fille adorable qui a des problèmes de féminité vu Japon, c'est-à-dire elle s'est fait couper les cheveux, qu'elle a un caractère fort, qu'elle n'est pas assez féminine, c'est ce que lui disent ses sœurs, elle est passionnante. Et un auteur de manga très connu qui s'appelle Rumiko Takahashi, qui est une femme, a écrit des tas de mangas extrêmement féministes et extrêmement intelligents, que ce soit fantastique ou quotidien. Mais est-ce que ça, c'est pas récent? Enfin, je vois par rapport à la vague, justement, dans les comics US, le phénomène Bad Girls, en fait. Donc c'est assez, ça reste vraiment premier degré. Il y a vraiment, c'est plus graphique qu'autre chose, quoi. C'est un peu racoleur, les filles avec des poitrines énormes, tout ça. Mais on peut y faire des parallèles avec un certain, avec l'environnement social, des changements au niveau social par rapport à la place de la femme, la mère dans le. Non, mais j'avais vu des choses comme ça justement où on peut faire
Enfin, une sorte d'explication justement à ce phénomène-là. Ouais, quoi. je crois que c'est le phénomène Bad Girl, c'est Il y a pas que ça, c'est clair. ouais, non mais c'est ça, c'est essayons de vendre un peu plus qu'on ne vend plus, et on va mettre des filles avec des gros seins. Dès qu'ils essayent de sortir de la 2 dimensions, alors ce qui est étonnant parce qu'avec les formes qu'elles ont, elles sont plutôt en 3D, mais elles sont plus bad girls, c'est des filles normales, que ce soit Black Widow, pour prendre un exemple chez Marvel. Elle n'est pas du tout bad girl, mais elle marche quand même mieux que Witchblade, Elle est qui est une tout en bimbo. noir, tout de noir vêtu. Ouais, mais ça fait 25 ans qu'elle existe. Elle était déjà tout en noir à l'époque. Et c'était Emma Peel. Black Widow, c'est rien d'autre qu'Emma Peel d'un chapeau blanc. Intelligente, fine. Ben, on peut dire que là, les En Japonais cuir. sont plus en avance que les Américains. Les personnages féminins japonais sont, évidemment, il ne faut pas dire des généralités comme ça, mais sont souvent plus intéressants et plus fouillés, et avec Plus une développés. poitrine moins développée que les héroïnes américaines. Et ça, c'est bien dommage. Dans les dernières BD parues, oui, il y a un personnage qui m'a bien intéressée, c'est la Miss de Bloody Manhattan en fait. Et parce que c'est déjà une héroïne féminine qui rentre pas dans les clichés féminins habituels, c'est-à-dire un corps parfait, etc. D'ailleurs, on voit avec le graphisme que c'est pas du tout ce qui est recherché. Et surtout, elle a un sacré caractère, elle a des neurones, elle a un sens de la répartie, si bien que ça donne au récit, c'est très enlevé et c'est très très agréable à lire. Et enfin, c'est pas une potiche et ça fait du bien. 6つの光六英雄と人は言う一人は騎士白き鎧に聖なる剣ワリスが王はファンなり一人は戦士魔人を打ち心奪わるマーモが皇帝ベルトと知る一人はドワーフ今は滅びし死の国忘ることなき終わりのフレーベ一人は魔術師知識の泉モズが大賢者王と一人は神官母なる大地を守りしは清きマーファー神官ニースそして最後は魔法の戦士名もなく去った光が一つ6つの光六英雄と人は言う